Monsieur Juvin, bonjour. Merci de nous Bonjour. recevoir. Donc, on est là tous les deux en tant que membres de la Convention des entreprises pour le climat. Moi, je suis Céline Romain, je dirige une entreprise de portage salarial sur la Seine-et-Marne. Je te laisse te présenter. Hassan Moula, président fondateur du groupe ANBO, bureau d'études en économie de l'énergie. Donc tous les deux, on vit en ce moment un parcours un peu atypique. Donc on participe à la convention. L'idée, c'était de nous faire prendre conscience de l'urgence climatique que l'on vit aujourd'hui en tant que chef d'entreprise et comment on peut adapter nos modèles d'entreprise justement à ce changement et à ce revirement. Donc c'est pour ce sujet-là qu'on est là pour pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Donc on a quelques questions à vous poser et je vais laisser Hassan poser la première. D'abord, enchanté. La première question va être d'ordre un petit peu personnel. On a vécu un chamboulement en intégrant la Convention des entreprises pour le climat, mais à titre personnel, on a tous une petite anecdote, un petit instant de vie qui nous a fait basculer. Et je vais vous raconter la mienne, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience de la valeur de notre planète. J'étais jeune, 20 ans avant d'être chef d'entreprise, avec des amis, on a assisté à la télé au naufrage de l'Erika. Et donc du mazout qui s'est déversé sur nos belles côtes bretonnes, vendéennes. On a pris l'initiative avec des amis d'aller nettoyer ces plages, des plages qu'on fréquentait l'été. Et donc ça a été un véritable séisme pour nous de voir qu'est-ce que les hydrocarbures pouvaient apporter comme nuisance quand elles se déversaient sur nos plages. Donc j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez une anecdote particulière qui a fait que votre engagement s'est tourné aussi vers l'environnement? Alors je vous répondrai d'abord sur le fond, pas par une anecdote. J'ai créé ma première entreprise dans les années 80 et je l'ai créée à un moment où des rencontres, notamment celle d'un dirigeant d'une entreprise d'armement, m'avait dit « Vous êtes jeune, vous devez aller travailler sur les marchés financiers parce que c'est là que tout ce qui va compter dans les 20 ans à venir va se jouer. » Et j'ai été conseiller de la Bourse de Paris et j'ai travaillé sur les marchés financiers pendant beaucoup d'années. Et au début des années 2000, un certain nombre de rencontres avec des gens dont certains sont connus, dont certains le sont moins, m'a fait prendre conscience, et ça a déterminé le cours de ma vie, que c'est sur les sujets de l'écologie et de l'environnement que tout allait se jouer dans les décennies qui allaient venir, parce que c'est là que les sujets les plus importants pour la vie allaient se jouer. Ce n'est pas une anecdote, mais je peux vous dire qu'à partir des années 2000, j'ai pensé que c'était dans le domaine de l'écologie et de l'environnement, notamment que toutes les décisions politiques structurantes devaient trouver leur raison d'être. Alors les anecdotes, je pourrais vous en raconter plusieurs, notamment parce que je sais c'est un peu coupable, mais professionnellement, j'ai eu beaucoup à voyager. Je vous donnerai simplement deux anecdotes. L'une n'est pas très loin de Paris, c'est vers l'Est. Dans le cadre d'une campagne électorale, avec Marine Le Pen, nous rencontrons des producteurs de champagne. Et l'un de nous, un jeune, nous dit, vous savez, ce qui change. Le rêve de mon père, ça a toujours été, si on pouvait vendanger fin août et pas attendre le 15, le 20 septembre pour vendanger. Et bien maintenant, si nous ne voulons pas sortir des champagnes à 13-14 degrés, vous savez que le champagne, pour être un vin de fête, doit être léger, donc pas plus de 12 degrés d'alcool. On en est à vendanger à la mi-août, et si ça continue, on vendangera fin juillet. Tout simplement parce que la chaleur monte, l'ensoleillement monte, et si on vendangeait comme avant le champagne, début septembre, mi-septembre, on sortirait du champagne à 14 degrés. Puis la seconde anecdote, elle va nous conduire un petit peu loin, c'est du côté de l'Alaska, où, quelle n'est pas ma surprise, une année de voir ce qu'on appelle les arbres ivres, les drunken trees. C'est des arbres qui poussent avec des angles comme ça. C'est de voir des maisons qui ont l'air toutes de guingois. Tout simplement, c'est que le sol fond. Ces arbres, ces maisons ont grandi sur un sol gelé stable depuis des siècles. Ce sol fond, et donc les arbres ont des angles totalement baroques. Les maisons aussi, les routes se fendillent, et il y a évidemment un problème énorme de maintien des infrastructures. Deux anecdotes, mais qui montrent bien que le dérèglement climatique, c'est une réalité. Même si j'insiste là-dessus, ça n'est pas le seul problème écologique que nous ayons. L'empoisonnement des eaux, des sols et de la terre par des produits chimiques divers est au moins aussi important. Et je crains que dans les années à venir, l'addiction numérique soit aussi un problème environnemental capital. Mais c'est clair que le dérèglement climatique, nous l'avons face à nous. Dans les propositions que nous faisons, il y a deux volets qu'il faut bien considérer. Il y a un volet qui est prévenir le changement climatique, donc éviter les dégagements de CO2, économie d'énergie. Puis il y a un autre volet qu'on oublie trop souvent, qui est le volet d'adaptation. Parce que oui, nous pouvons faire aussi des choses pour mieux vivre avec le dérèglement climatique. Merci.
Alors effectivement, moi je suis en tant que chef d'entreprise aussi membre du MEDEF et membre du COMEX 40, qui est le comité exécutif des moins de 40 ans du MEDEF national. Et on est justement 45 membres extrêmement conscients de ces problèmes climatiques. D'ailleurs, il y a 3 entreprises du COMEX 40 qui font partie de la Convention des entreprises pour le climat, et il y a également le COMEX 40 qui est membre du comité des garants. Est-ce qu'à votre avis, la prise de conscience aujourd'hui, elle est générale? Est-ce que, à votre avis, elle est suffisante? Nous, on pense à la CEC qu'il faudrait que tous les dirigeants d'entreprise et toutes les personnalités politiques, que ce soit de l'élu maire jusqu'au président et au ministre, soient formés 20 heures sur le sujet pour être en capacité de comprendre. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que la prise de conscience, elle est suffisante sur ce sujet? Alors, la prise de conscience générale, je crois d'abord qu'elle a progressé. Soyons positifs, il n'y a plus beaucoup de climato-sceptiques, et ce que certains, comme le célèbre Claude Allègre, osaient dire, on le rencontre pratiquement plus. Le dérèglement climatique, tout le monde le vit, tout le monde a des exemples pour montrer que c'est vrai. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, comme sur tous les continents, le dérèglement climatique, il est là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que qualifier le dérèglement climatique pour y faire face, pour adopter les bonnes solutions, pour adopter les bonnes attitudes personnelles, d'entreprise, aussi au niveau politique, ça demande un peu de compétences scientifiques. De quoi s'agit-il vraiment? Face à quoi nous trouvons-nous? Et là, je vous rejoins tout à fait. Plus de diffusion d'informations, mais aussi plus de formation pour les dirigeants, qu'ils soient d'ailleurs politiques ou qu'ils soient des dirigeants d'entreprise, ça me paraît extrêmement utile. Je pense que ça se joue avant. Pour tout vous dire, je pense que ça va beaucoup se jouer dans la tête des enfants et des adolescents. Moi, je plaide pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui grandissent en dehors du contact immédiat avec une plante, avec un animal et avec une terre féconde. Je pense qu'il faut refonder le rapport à la nature. Je pense qu'il faut refonder le rapport à l'émerveillement devant la nature, qui donne quelques-unes des plus grandes satisfactions de la vie que jamais un écran numérique, que jamais de la consommation ne pourra donner. Je pense que c'est à partir de ça qu'on recréera une conscience écologique, et c'est à partir de ça qu'on pourra faire une transition réussie. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, oui formation, oui prise de conscience, mais attention aux faux semblants. Ce qui m'inquiète beaucoup dans la situation actuelle face au dérèglement climatique, c'est 2 choses. C'est d'abord l'écologie punitive. Une partie de l'écologie politique est en train de fâcher durablement les Français avec l'écologie. Ce n'est pas par la punition, ce n'est pas par les interdictions, ce n'est pas par les persécutions administratives qu'on arrivera à faire bouger les choses. J'ai extrêmement peur qu'une partie importante des Français, et il faut le dire clairement, notamment ces Français qui fument des clopes et qui roulent au diesel, avec tout ce qu'ils entendent, avec tout ce qui leur tombe sur la tête, nombre d'artisans de PME qui vont avoir à faire face à cet enfer administratif qu'est la taxonomie. La taxonomie, c'est une disposition qui vient de l'Union européenne, dans le cadre du Green Deal, selon laquelle une entreprise, aujourd'hui plutôt entreprise de taille intermédiaire, mais attention à ce qui va se passer demain, doit déclarer absolument tous ses impacts sur l'environnement, ses rejets, son utilisation de produits chimiques, etc., les kilomètres parcourus. Et à la suite de cela, si elle a un bon score, elle aura accès au crédit, elle pourra se financer, elle aura des primes d'assurance plus basses. Si elle a un mauvais score, son crédit, elle le paiera plus cher, elle aura plus difficilement accès au marché des capitaux, et à la limite, on refusera de l'assurer. C'est un enfer administratif qui joue au bénéfice des multinationales et qui joue contre le tissu des indépendants, des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Je sais que le MEDEF et les organisations dont vous faites partie, madame, en sont très conscients, mais la taxonomie, c'est un enfer vert. Et je le répète, je crains qu'on ne fâche durablement les Français avec l'écologie si on pratique cela. L'autre point, c'est l'adaptation. On met beaucoup l'accent sur il faut prévenir le changement climatique, donc moins de CO2, moins de consommation d'énergie. Oui, sûrement. Mais enfin, il y a aussi matière à s'adapter. Quand je vois qu'on continue à construire des appartements ou des maisons avec des immenses surfaces vitrées, qui vous obligent pratiquement à climatiser l'été, il faut s'adapter. Quand je vois qu'on continue à construire dans des villes, je pense aussi au parking, des surfaces totalement imperméabilisées et totalement minérales, sans une ombre, sans une feuille, sans une plante, sans un arbre. Il faut s'adapter. La manière dont on construit, je vais être très précis, la manière dont on construit les parkings. On peut construire des parkings qui laissent l'eau s'écouler, on peut laisser des parkings qui laissent la pluie rentrer dans la terre. Évidemment qu'on évite le ruissellement, évidemment que c'est tout à fait écologique. Évidemment que l'usage que nous faisons de nos véhicules
la manière dont nous construisons nos villes. On ne peut plus continuer à avoir du zonage qui fait qu'on travaille à 20 km du lieu où on dort et on va faire ses courses à 10 km du lieu où on dort. Ça n'est plus vivable. Je pense que cette notion d'adaptation, qui devient vite très technique, nous devons aussi la mettre en avant. Ça, c'est pas seulement de la formation, c'est probablement ce que fait la Convention d'entreprise pour le climat. Chacun de nous pouvons faire quelque chose dans notre quotidien. Et je pense que c'est extrêmement important que l'on prenne conscience, les uns et les autres, que dans nos entreprises, mais comme dans notre vie quotidienne, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons agir. Merci M. Juvin pour votre réponse. Vous êtes calé sur le sujet, on n'avait pas de doute là-dessus. J'aimerais qu'on évoque ensemble le dernier rapport du GIEC, en tout cas dans les grandes lignes, et éventuellement aussi le PTEF, le plan de transformation de l'économie française proposé par le Shift Project, qui propose donc à nos dirigeants, et dirigeants politiques cette fois-ci, un plan, en tout cas des tâches bien définies pour sortir de cette économie carbonée. Donc, on a ciblé le danger. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est comment rester dans les limites planétaires et entreprendre en même temps. Ce travail, on l'a fait au sein de la Convention des entreprises pour le climat, ou plutôt, on est en train de le faire. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est que les dirigeants économiques sont prêts. Il y a une vraie dynamique là-dessus. C'est est-ce que les dirigeants politiques ont aussi prévu ces changements et par quel biais, par quel levier on peut mesurer l'impact. La seule mesure d'impact qu'on a actuellement, c'est le PIB, c'est la croissance, c'est des indicateurs qu'on connaît. On aimerait mesurer l'impact environnemental, l'impact en termes de rejet de gaz à effet de serre et pouvoir valoriser justement ce changement de cap des entreprises. Donc la question, je vais la résumer très simplement, comment les dirigeants politiques veulent ou peuvent accompagner les entreprises pour mesurer ces différents indicateurs. Alors vous posez la question de la mesure et vous posez aussi la question immense de l'action politique. Je vais d'abord vous répondre sur la question de l'action politique parce qu'on va revenir sur l'écologie punitive. Je crois très profondément que la politique doit rendre le futur désirable et la politique, elle doit donner envie. Je pense que ma mission, ma fonction en tant qu'élu, c'est de proposer un projet politique, c'est de proposer des idées politiques dans le domaine de ma compétence qui fassent envie aux Français. C'est l'inverse de les punir, c'est l'inverse de leur imposer un carcan administratif. J'ai quelquefois peur qu'une partie de la démarche écologique se réduise à ça. Il faut donner envie. Et je suis persuadé que donner envie aux Français de mieux vivre dans un environnement plus amical, plus bienveillant, plus beau pour la vie humaine, aussi de vivre sur des territoires qui vont transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants plus beaux, plus riches, plus vivants. Je suis persuadé qu'on peut donner envie aux Français, je suis persuadé qu'on peut donner envie au plus grand nombre des Français, comme vous le faites, vous, d'agir pour le climat, d'agir pour la biodiversité, d'agir pour la qualité environnementale. Après, votre question est fondamentale, quels indicateurs? Aujourd'hui, l'indicateur principal dont on dispose, c'est le PIB. Le PIB, c'est Simon Kuznets, en 1934, qui est missionné par le gouvernement américain parce qu'il faut mesurer les impacts de la grande récession. 1929, la plus grande crise boursière de l'histoire, l'économie mondiale se casse la figure, on a des millions de chômeurs, Faulkner l'a très bien raconté, on a des millions de chômeurs aux États-Unis, des milliers d'entreprises qui font faillite, on a des gens qui sont au bord de la misère et qui ont faim, et donc le gouvernement américain demande à Kuznets de calculer. Kuznets fait ça très vite, parce qu'il n'a pas le temps de faire des choses très compliquées, on ne se rend plus compte de ça. Et donc il bâtit l'indicateur qui est le PIB. Le PIB, c'est un indicateur qui n'est pas complètement faux, parce qu'on continue toujours à l'utiliser, donc il a des vertus. Le seul problème du PIB, c'est qu'il ne tient pas compte des stocks, et le seul problème du PIB, c'est qu'il ne tient pas compte des externalités. Les externalités, c'est bien simple, vous avez une tannerie, vous avez une entreprise chimique, vous rejetez tout dans la rivière. Au 19e siècle, au début du 20e siècle, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, parce que vous avez très peu d'usines, peu de produits chimiques, beaucoup de rivières, si je le dis comme ça. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une puissance de la technique telle qu'on peut détruire le monde entier. C'est d'ailleurs la question qui se pose aujourd'hui avec la guerre et l'invasion de la Russie en Ukraine. Nous avons la puissance technique qui nous permet de détruire le monde. Donc il faudrait reconstruire un PIB qui tienne compte des stocks, puisque ça c'est les limites de la croissance. On ne va pas pouvoir continuer à utiliser du pétrole, du gaz, sachant que nos ressources sont limitées. Et c'est par ailleurs, par rapport à ces limites, c'est par ailleurs les externalités de l'industrie et de l'activité économique qui dans certains cas sont plus importantes que leur utilité. Vous avez un professeur à l'université de Londres, professeur de la santé publique,
qui a déterminé que la première cause des dépenses de santé en Grande-Bretagne, vous savez peut-être qu'un tiers des enfants de moins de 12 ans sont obèses. C'est la mauvaise bouffe, c'est l'ajout de graisse, de sucre, de produits chimiques divers à l'alimentation. Et donc les fabricants de la nourriture industrielle sont responsables de la moitié des dépenses de santé en Grande-Bretagne. Ça, c'est les externalités. Et le PIB n'en tient aucun compte. Vous polluez votre environnement, si vous n'avez pas à payer, ça ne rentre pas en ligne de compte. Vous fabriquez des millions d'obèses, vous fabriquez des millions de gens qui auront des problèmes de fertilité, qui auront des problèmes cardiaques, qui auront des problèmes de santé graves, le PIB n'en tient aucun compte. Nous avons une proposition. Nous avons une proposition de changer d'indicateur et de construire un indicateur que nous appelons l'indicateur de responsabilité nationale et territoriale de l'entreprise. En quoi est-ce qu'une entreprise rend à son territoire ce que le territoire lui a donné? En quoi est-ce qu'une entreprise a des effets bénéfiques pour son entreprise, pour son territoire? On sait bien, j'ai beaucoup grandi dans le monde de la coopération. Il y a des entreprises qui financent le club de foot. Il y a des entreprises qui financent des grands événements dans la commune. Il y a des entreprises qui mouillent la chemise pour former des jeunes sans formation, un peu à la dérive, et essayer de les intégrer au marché du travail. Il y a des entreprises qui financent des festivals, etc., etc. Il y a des entreprises qui rendent beaucoup au territoire. Et moi, je pense que le territoire leur rend. Je pense qu'il y a un échange positif gagnant-gagnant. Tout ça, ce n'est pas dans le PIB. Et donc, nous avons travaillé à bâtir un indicateur responsabilité nationale et territoriale de l'entreprise. Nous pensons que ces indicateurs devraient se substituer au PIB ou au moins les compléter. Nous pensons aussi autre chose, mais c'est beaucoup plus ambitieux, parce que c'est un accord international. Il faut changer nos modèles comptables. Nos modèles comptables dans le passé, c'est que la comptabilité à valeur historique rendait l'entreprise responsable, à travers ses comptes, devant ses prestataires et ses fournisseurs, devant ses clients, devant ses salariés, devant sa communauté. Aujourd'hui, avec la comptabilité à valeur de marché, l'entreprise a un seul interlocuteur, c'est le marché financier. Elle est conduite à se désintéresser totalement de son territoire, de ses fournisseurs, de ses partenaires. Ça n'est pas viable, il faudrait changer le système comptable, mais là, évidemment, c'est un enjeu d'importance mondiale. C'est tenu par les grands de l'audit, qui sont tous américains, mais il faudrait que la France, il faudrait que l'Europe prenne des initiatives pour changer le modèle comptable des entreprises, parce qu'on a un modèle comptable qui conduit l'entreprise à n'être plus responsable que devant le marché financier, alors qu'elle devrait être davantage responsable devant sa communauté de vie et devant les territoires dont elle a la charge. Et vous ne pensez pas que c'est le rôle de notre pays, la France, pour reprendre de sa splendeur d'antan, que de créer ce nouveau modèle finalement? Alors peut-être pas pour l'imposer aux Américains, mais pour avoir valeur de référence et de dire en France, on ne mesure pas que le PIB. On mesure aussi les différents leviers écologiques que l'entreprise peut mettre en avant. Très clairement, c'est le projet écologique que j'essaye de porter. J'ai créé avec Andrea Cotarac, j'ai créé le mouvement localiste. Le mouvement localiste, c'est tout doit revenir au territoire. Il doit y avoir un échange gagnant-gagnant entre l'entreprise et le territoire, entre l'investisseur et le territoire. Enfin, quelle bêtise quand on a un peu d'argent d'aller investir à des milliers de kilomètres, alors que quelquefois, l'argent qu'on a, il peut servir à créer des emplois. Il fait que les commerces vont rester ouverts, il fait que l'entreprise locale va pouvoir se développer et tout le monde va mieux vivre. Le localisme, c'est ça. Et le localisme, il est porteur de réformes fondamentales sur lesquelles les écologistes politiques sont généralement très discrets. Évidemment qu'il faut remettre en cause les accords de libre-échange. On ne peut pas continuer à exporter nos dépenses de carbone, on ne peut pas continuer à exporter l'empoisonnement chimique, etc., parce qu'à 5000 km, il n'y a aucun contrôle environnemental, ni social, ni sanitaire, etc. On ne peut pas continuer ça. On voit d'ailleurs, à travers la crise ouverte par l'invasion de la Russie en Ukraine, que le sujet de la relocalisation, le sujet de la maîtrise de nos flux de matières premières, le sujet du recyclage des matières premières que nous avons chez nous devient absolument essentiel parce que ça devient un sujet de sécurité et ça devient un sujet de défense et d'indépendance géopolitique. Sur tout ça, il y a des réformes nécessaires. Les accords de libre-échange, nos systèmes comptables, les taux de rendement exigés par les marchés financiers. Vous avez évoqué les limites planétaires. Le fait de tutoyer les limites planétaires déclenche le dérèglement climatique qui ne va faire que s'amplifier. Je partage totalement les conclusions du GIEC. Nous sommes sur un chemin qui va conduire le dérèglement climatique à s'aggraver dans les années à venir. Pourquoi? La raison fondamentale, c'est qu'on ne peut pas exiger des rendements de 15-18% d'un investissement quand le taux naturel de croissance des ressources, une forêt c'est du 2 à 3% par an, des champs bien cultivés ça peut être du 4 à 5%, on ne peut pas exiger du 15 à 18% sauf à épuiser les ressources qui sont à notre disposition. Tout ça c'est des choses qu'il faut faire évoluer
Je souhaiterais que la France reprenne un leadership qui a été le sien dans le passé, des idées qui réellement vont nous conduire sur un chemin soutenable et sur un chemin résilient pour le bien-être de tous, pour le mieux vivre de tous, mais de manière compatible avec les ressources planétaires. Merci. On va passer sur la troisième partie. Vous êtes convaincus du dérèglement climatique comme nous, et ça, au moins sur ce point-là, on est rassurés. On sait que ça va engendrer énormément de transformations sociales, de transformations de l'emploi également, puisqu'on sait que ça va environ 800 000 emplois vont être détruits, et ça va en créer 1,1 million normalement. Cependant, tout ça, il va falloir l'accompagner, parce qu'effectivement, c'est des métiers qui vont disparaître, d'autres métiers qui vont évoluer. Donc on va vers une crise sociale très probablement, parce qu'il va falloir pouvoir former les personnes, les orienter vers ces nouveaux métiers. Et quand je vous parle aussi de crise sociale, j'ai aussi envie d'échanger avec vous sur le sujet des migrants climatiques, puisqu'on sait que certaines zones du monde vont disparaître sous les eaux ou vont devenir invivables en fonction du nombre de degrés de réchauffement climatique. Donc comment vous pensez pouvoir répondre déjà à la transformation sociale nécessaire des emplois? Et puis forcément c'est un sujet sur lequel on peut échanger au niveau du Rassemblement national. Vous ne devez pas être étonné qu'on vous pose la question. Comment on peut aborder la question des migrants climatiques, qui va être une question phare et essentielle d'ici 2050 à 2100. Alors sur le premier point, changement de contenu des emplois, changement aussi d'appréciation des emplois. Je pense qu'il y a un enjeu de formation fondamentale. Je vais prendre un exemple sur lequel j'ai eu récemment l'occasion d'intervenir assez longuement et de manière très précise. C'est tout l'enjeu de la réparation et du recyclage. Il y a un énorme enjeu pour ne plus faire appel à des matières premières qu'on fait venir de partout. On les a chez nous, réutilisons-les, ne jetons pas. Il y a aussi un enjeu de production d'énergie. Au lieu d'enfouir des déchets, au lieu de les jeter, beaucoup peuvent produire de l'énergie. Mais il y a un enjeu plus fondamental qui est celui de la réparation. Vous savez que la plupart des constructeurs industriels font en sorte que leurs produits ne soient pas réparables. Certains vont même, je pense au machinisme agricole, jusqu'à dans le contrat d'achat, interdire à l'acheteur de toucher. Il est obligé d'avoir recours au constructeur pour réparer. C'est intolérable. Il faut exiger des constructeurs qui publient la durée de vie probable de leurs appareils ou de leurs produits. Il faut exiger des constructeurs que ces produits soient réparables. Et là, on a une myriade d'entreprises à faire naître, qui sont des entreprises artisanales, qui sont des entreprises au plus proche des territoires, qui vont tout simplement faire de la réparation, faire de la remise à niveau ou faire du recyclage. Il y a probablement, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais il y a probablement un enjeu de création de centaines de milliers d'emplois. Et c'est vrai que d'autres vont disparaître. Au sein du Conseil régional des Pays de Loire, moi j'ai proposé qu'il y ait un observatoire permanent de ces nouveaux emplois, et qui est, notamment pour les écoles d'apprentissage, de formation professionnelle, il y a un baromètre permanent de ces emplois qui recrutent. Je suis dans une région où il y a une énorme filière de construction de maisons en bois, qui n'arrive pas à trouver les menuisiers, qui n'arrive pas à trouver les professionnels. C'est très clair qu'il y a un enjeu d'information, il y a un enjeu de promotion, parce que ce sont des beaux métiers, ce sont des métiers qui permettent d'être indépendants ou d'être avec quelques compagnons, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut énormément valoriser auprès des jeunes. Ça, c'est la première partie de réponse à votre question. Vous m'avez interrogé sur les conséquences du dérèglement climatique en matière de migration. D'abord, nous n'en sommes qu'au début. C'est vrai qu'un certain nombre de territoires, je pense notamment à un certain nombre d'îles du Pacifique, c'est vrai qu'un certain nombre de territoires africains sont touchés par le dérèglement climatique. Vous savez qu'en Afrique, la majorité des migrations ont lieu d'un pays africain à un autre. Les migrations vers le nord ne sont qu'une petite partie des migrations qui ont lieu à l'intérieur de l'Afrique. Naturellement, il faut anticiper. Naturellement, comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons, et ça c'est le rôle des entreprises et c'est le rôle des gouvernements, pour diminuer le dérèglement climatique aura un impact sur ces migrations. Mais un autre point qui me paraît très important, c'est d'aider les populations à s'adapter. L'idée de construire la ceinture verte qui est en train de se faire au sud du Sahel pour enrayer la montée du désert. On a une bande de plusieurs kilomètres d'arbres plantés, entretenus, arrosés, qui devraient arrêter la progression du désert. Ça, ce sont des choses absolument fondamentales. J'avais eu l'occasion il y a longtemps de participer à Bombay, à des missions qui visaient à adapter à Bombay, menacée par la montée des eaux, ville de millions d'hindous. J'avais participé à une mission qui visait à adapter les systèmes japonais, puisque le Japon est fréquemment touché par des cyclones et fréquemment touché par des pluies diluviennes.
Ils ont un système de piscine de la taille de plusieurs piscines olympiques qui sert à capter l'eau de pluie et à la rejeter plus loin. On a des mécanismes d'adaptation. Je vais aller au plus loin de mes convictions. Je pense qu'il faut renouer, je pense qu'il faut réhabiliter les modes traditionnels de construction. Moi, je l'ai beaucoup éprouvé en Afrique. Quand vous êtes dans une case avec des palmes et des troncs de palétuviers, l'air passe. Et même quand il fait très chaud, vous avez de l'air et vous respirez. Vous êtes dans la même construction, la même surface, en tôle, en béton, en ciment, en parpaing, vous étouffez, c'est totalement intolérable et vous avez besoin de l'air climatisé. C'est quelque chose de très important, plutôt que la fuite en avant technique, dont certains rêvent, partout l'air climatisé. Et partout, on vivra à 18 degrés, quel que soit le temps extérieur. C'est no way, ça nous conduit à faire exploser nos consommations d'énergie. La réalité, c'est de retrouver les techniques traditionnelles de construction. Je pense à ces maisons indiennes en Inde, où on organisait la circulation de l'eau dans les murs, parce que ça climatise naturellement. Je pense à toutes ces techniques traditionnelles de construction où l'air passe et l'air naturellement rafraîchit. Je pourrais développer cela. Nous avons une fuite en avant technique qui nous conduit à dire que c'est la technique qui va répondre à tous les problèmes. Donc par rapport aux migrants climatiques, soit on leur met partout la clim, soit on met partout des systèmes de dessalement d'eau, etc., etc. Ils pourront rester, sinon ils n'ont qu'une seule solution, c'est migrer vers le nord. Je pense, et je ne dis pas que c'est la solution universelle, mais très souvent, ce sont dans les techniques traditionnelles de construction, ce sont dans les techniques traditionnelles de production d'aliments, d'entretien et de conservation des aliments, ce sont dans les modes traditionnels de vie qu'on peut trouver des réponses au changement climatique. N'oublions pas une chose, c'est que l'homme est merveilleusement adaptable. J'ai eu l'occasion de travailler dans des pays où on vit à 40-45 degrés, proche du désert, avec des vents qui atteignent les 200 km/h, et j'ai eu l'occasion d'aller dans des régions du monde où l'hiver, on vit à moins 40, à peu près enterré, pour fuir le froid le plus extrême. L'homme s'est adapté à tout ça. Je pense que la technologie moderne, je pense que la modernité, c'est se séparer de la nature et c'est perdre cette capacité d'adaptation. Et je pense que c'est l'un des combats les plus importants pour une écologie humaine, pour une écologie de la vie, de retrouver cette infinie capacité d'adaptation qui est la définition même de la culture. La culture, c'est quoi? Un homme adapté au milieu dans lequel il vit. C'est quelque chose que la technique nous fait perdre. On vit avec trop de moteurs, on vit avec trop d'engins de toutes sortes, on vit avec beaucoup trop de numérique. La vie, ça ne se fait pas sur un écran numérique, ça ne se fait pas sur le digital. Je pense que renouer le lien direct avec la nature, renouer avec cette capacité d'adaptation qui a fait par exemple les merveilleux paysages français, c'est l'adaptation du paysan français à la terre qu'il exploite. Je pense que renouer ce lien-là, c'est probablement le plus important des combats écologiques pour la décennie à venir. Merci. Profitant d'avoir des chefs d'entreprise comme ça en face de vous, est-ce que vous aurez une question pour eux quand vous réfléchissez à votre programme? Est-ce que dans les mesures économiques et écologiques, il y a des choses que vous voudriez tester avec eux? Ah oui, bien sûr. Le grand sujet, quand j'ai eu l'occasion de discuter notamment avec des patrons de PME, c'est évidemment tous les sujets de fiscalité, c'est évidemment tous les sujets de bureaucratie, obligations, déclarations, etc. Mais c'est aussi le problème des coûts. Et il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, c'est celui du coût de l'énergie. Quand vous êtes artisan, quand vous êtes transporteur, etc., etc., un peu partout sur le territoire, la hausse du coût de l'énergie vous pose un vrai problème d'exploitation. Qu'est-ce que vous attendriez d'un programme politique ou d'un gouvernement là-dessus? Alors sur le coût de l'énergie, je pense qu'effectivement, moi, à mon sens, alors je ne suis pas transporteur, donc effectivement, j'ai une vision un peu peut-être moindre et pas aussi directe que quelqu'un qui aurait une entreprise de transport. Mais je pense qu'effectivement, sur le coût de l'énergie, moi, ce que j'aurais besoin en tant que chef d'entreprise, c'est d'être accompagné dans la transition. On ne peut pas continuer, à mon sens, à mettre des camions sur la route qui utilisent des litres et des litres et des litres de gasoil. Déjà, économiquement, c'est plus viable, on le voit. Là, les transporteurs, ils sont exsangues. Et en plus, est-ce que c'est vraiment logique? Aujourd'hui, on a quand même fermé énormément de ferroutage. On n'en fait plus, on en fait très peu, alors qu'avant, c'était la majorité du transport de marchandises en France.
Je pense aussi que le fluvial est sous-estimé, mais ça, effectivement, à mon sens, ça doit être un projet porté par les pouvoirs publics et les collectivités en général, de pouvoir remettre en route une autre forme de transport. Alors, le problème, c'est que les personnes qui font rouler les camions, elles n'ont pas forcément envie qu'il n'y ait plus de camions. Donc, comment on accompagne les entreprises dans cette transformation-là? Il faut effectivement qu'il y ait de l'enjeu. Donc, la taxonomie et la taxonomie ou alors une autre forme de calcul, en tout cas une réorientation des budgets sur ces enjeux-là de transformation me semble indispensable. Nous, par exemple, on est une entreprise de service, on a décidé de compenser le carbone avec des actions régénératives du vivant. Donc on ne va pas juste payer notre tonne de carbone, on va l'investir dans des ruches, on l'investit dans des arbres, on l'investit dans des projets qui nous semblent cohérents pour la nature. Mais ça, c'est parce que j'ai fait la CEC que j'ai cette idée-là. Et je trouve que ce serait bien que ce soit des idées qui soient développées auprès de tout le monde. Marcel ? Moi, ce que j'attends de nos gouvernants, ce serait d'adapter surtout la fiscalité. Adapter la fiscalité et ainsi prôner des modèles vertueux et de dire que ce n'est pas un sacrifice pour une entreprise de revoir justement sa question régénérative, de savoir comment elle peut contribuer à son échelle évidemment à lutter contre le réchauffement climatique. Et revoir la fiscalité, c'est garder ce principe de la carotte et du bâton, sans rentrer forcément dans la taxocomanie, mais de ne pas avoir que le bâton, d'avoir aussi la carotte de l'autre côté et de dire je prends du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement, c'est emmener aussi tout son écosystème avec l'entreprise. Et d'un côté, on ne peut pas agir tout seul, on a besoin de tout le monde. Si nos concurrents n'utilisent pas les mêmes procédés et restent dans leur business as usual, ça devient d'un coup pénalisant pour nous. Voilà. Donc l'idée là-dedans, ce serait de pouvoir accompagner d'un côté les modèles vertueux, sans forcément dans un premier temps punir ceux qui ne sont pas, au fait. Il faut bien sûr les former, les éduquer, informer aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ni le rapport du GIEC, ni même toute problématique liée à l'écologie. Donc dans un premier temps, prôner un modèle vertueux pour pouvoir embarquer tout l'écosystème. Et éventuellement, bien sûr, dans un deuxième temps, mettre à ce moment-là des garde-fous pour faire en sorte que tout le monde puisse aller dedans. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas y aller tout seul. Ça, on l'a bien compris. Tous nos écosystèmes, mais les dirigeants politiques avec. On a eu l'occasion d'échanger déjà avec certains dirigeants politiques. Ce que j'ai retenu, moi, de ces échanges, c'est qu'on attend de vous que vous soyez des consommateurs. On attend de vous que vous soyez des entreprises vertueuses. Et nous, ensuite, le politique, on suivra, on s'adaptera. Je considère que ce rapport de force, il n'est pas équitable. Il n'est pas équitable. Et ce que j'attends de nos dirigeants politiques, c'est de dire, on vous tend aussi la main pour dire, voilà, on vous donne le chemin. Et on va mettre des actions concrètes. Et la fiscalité verte, c'est une mesure concrète. Voilà. Merci. Ce que vous venez de dire, on ne peut pas y aller tout seul. On peut donner l'exemple, mais on ne le fera qu'avec d'autres. C'est pourquoi les localistes, nous, on promeut beaucoup le retour ou la réinvention des modèles coopératifs et des modèles associatifs. Parce qu'on pense qu'ils ont une grande force. Le principe « un homme, une voix », il a une très grande force dans tous les sujets dont on parle. Après, l'action gouvernementale et la responsabilité des élus, je partage tout à fait ce que vous avez dit. D'une manière ou d'une autre, il faudra faire payer le prix de la distance. Nous vivons sur un immense mensonge depuis le début de la globalisation et du libre-échange, c'est que la distance n'a pas de prix. Que l'on achète quelque chose produit à 50 km de là, ou qu'on achète quelque chose qui vient d'un conteneur mis à Shenzhen, en Chine, et qui a fait tout le trajet, pratiquement, il n'y a pas de prix de la distance. Mais il faut redonner un prix à la distance. Ça, c'est la clé de la relocalisation, c'est la clé de la revitalisation de nos territoires, c'est la clé aussi de la réhumanisation de nos villes. Et ça, c'est une responsabilité du politique, parce qu'en effet, ce n'est pas vous, chef d'entreprise, c'est même pas le MEDEF ou autre qui peut obtenir ça. Ça, faire payer un prix à distance, qui est peut-être le prix de la tonne de CO2, peut-être est-ce qu'il y a d'autres formules et d'autres indicateurs, mais il va falloir faire payer un prix à la distance. C'est aussi un enjeu de sécurité nationale, ce que vient bien de montrer notre dépendance aux fournisseurs, aux fournitures qui nous viennent de Russie, qui nous viennent d'Ukraine ou de Biélorussie. C'est un enjeu de sécurité nationale, mais c'est surtout un enjeu de lutte contre le dérèglement climatique, de lutte contre la pollution des sols, etc., etc. Et cette question du prix de la distance,
Cette question de ne pas accepter en France ce qu'on ne pourrait pas produire à nos normes et à nos exigences de qualité en France, ça nous paraît absolument vital. Ça, c'est la clé du combat politique pour le localisme. C'est aussi la clé, d'une certaine manière, du combat politique pour l'indépendance nationale. Et si je peux me permettre, Monsieur Juvin, un homme, une voix, c'est bien, mais un homme, une femme, une voix, c'est aussi bien. En bonne féministe que je suis. Merci, Monsieur Juvin.